Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de ce diapo, nous allons ensemble découvrir comment, d'une manière générale, les familles maoraises procèdent-ils à la célébration du mariage à Mayotte. Pour cela, je vous amène à découvrir le village de Mtsangadoua. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Mais ici à Mayotte, on a peut-être oublié que le mariage sera bientôt civil. Mansour Kamardine, ancien député IMP de Mayotte, est à l'origine de la loi qui attribue au seul officier d'état civil la compétence de célébrer un mariage à Mayotte, ayant un effet juridique sur l'état civil des mariés. Les députés français avaient voté à l'unanimité un amendement qui attribue un seul officier d'état civil le droit de célébrer à Mayotte un mariage ayant un effet juridique sur l'état civil des mariés. Le texte vise à mettre un peu d'ordre dans la pratique des mariages. Jusqu'alors, dans cette île française de l'archipel de Comores, la majeure partie des unions étaient caractérisées selon le droit coutumier non écrit, qui mêle la loi islamique et les coutumes locales. Mtsangadoua est un village d'où la population est à 98% musulmane. L'Assemblée nationale a décidé de séparer union civile et religieuse à Mayotte. L'amendement voté à l'unanimité par les députés vise à supprimer la compétence du cadi, juge coutumier et musulman à Mayotte, pour célébrer le mariage, soulignant que les cadis pourront continuer à célébrer un mariage religieux, mais celui-ci sera sans effet sur l'état civil. Le texte stipule que la célébration du mariage sera désormais faite en mairie, en présence des futurs époux et de 2 témoins pour l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux. Mansour Kamardine, auteur d'un amendement historique interdisant la polygamie dans l'île, est à l'origine de ce texte qui met un terme à plusieurs siècles de tradition. À Mayotte, petite île française de l'océan Indien, une partie des unions est caractérisée selon le droit civil, c'est-à-dire à la mairie, et une autre partie plus importante selon le droit coutumier non écrit qui mêle la loi islamique et des coutumes locales. En vertu de l'article 75 de la Constitution, les Mahorais jouissent d'un statut personnel de droit local ou droit coranique, dérogatoire au droit commun métropolitain qui permet une souplesse d'adaptation de la loi à la société mahoraise. Mais cette année, comme dans toute l'île de Mayotte, le village de Mtsangadoua a battu son record sur les mariages locaux. Chaque année, dès le début du mois de juin, on entend parler tout à Mayotte du grand mariage, ou notamment le Aroussi, comme on le dit à la mahoraise. Une fête exceptionnellement d'une durée d'une semaine qui, en plus de sceller une deuxième fois l'union d'un couple, est l'occasion pour les familles concernées et particulièrement celle du mari de montrer à tout le village la richesse et le bonheur. Une deuxième fois, parce qu'en général, les couples se sont d'abord vécus 1 ou plusieurs années ensemble, avant qu'ils puissent réunir l'argent pour célébrer cette fête. Mariés sans apparaître devant le cadi, juge et dépositaire du droit coranique. On peut assimiler cet acte à notre mariage civil métropolitain, ce qui ne va pas être le cas en 2011. De la réussite de cet événement majeur qui dure une semaine, durant laquelle des dizaines de personnes, familles, amis et habitants du village du marié sont invités tous les jours à festoyer, dépend l'image même des familles concernées. Mais ici, les dépenses engagées sont exorbitantes. Plus le mariage est coûteux, plus les familles qui le fêtent sont couvertes d'honneur. Heureusement, la plupart du temps, les mères des 2 familles appartiennent à des chamans, c'est-à-dire 2 chamans qui forment une association de femmes qui se mobilisent à cette occasion pour apporter à chaque famille l'aide logistique et financière nécessaire. Mais de plus en plus de voix au sein de la communauté Djaoula, qui s'élèvent pour critiquer des dépenses qui endettent souvent les familles pour des années. Traditionnellement, un grand mariage se célèbre une seule fois, aussi bien que pour l'homme que pour la femme.
L'accomplissement de cette cérémonie permet à l'homme de passer du statut fils à celui du père et d'accéder ainsi à une position sociale qui lui permet de participer avec les autres hommes aux débats nécessitant des prises de décision concernant l'ensemble de la communauté. Voyons voir les grandes phases de cette semaine de festivités. Durant 8 jours, la mariée est dans la maison qui lui a construite sa famille ou qui lui a cédé sa mère. Dans sa chambre, sur son lit, souvent à baldaquin, maquillée et habillée le plus fastueusement possible, elle reçoit la visite des invités et n'a en aucun cas le droit de mettre le nez dehors. Les amis qui souhaitent le voir sont d'ailleurs invités à acquitter une certaine somme d'argent. Par la même occasion, les hommes se mobilisent. La première des festivités du mariage est le Manzaraka ou Majlis, festivité exclusivement réservée aux hommes qui chantent des mélodies religieuses évoquant la vie du prophète. Il y a aussi la marche nuptiale. Le Mshogoro qui se pratique de moins en moins de nos jours. On en trouve plus souvent le Manzaraka. La marche nuptiale est l'une des festivités majeures du grand mariage et celle que vous, voyageurs, pourrez admirer car elle se déroule aux yeux de tous dans les rues du village. Il s'agit d'accompagner très lentement le marié chez sa femme qui l'attend. Un cortège d'hommes et de femmes. Le cortège d'hommes est positionné devant le marié encadré par des témoins lui ouvrant le chemin en chantant et en dansant, en têtant et aussi lancinant. Le marié et ses deux amis ou frères et pères sont parés d'habits somptueux qui rappellent l'élégance des sultans, protégés sous des ombrelles, des parapluies rafraîchis par des éventails que 3 ou plusieurs femmes agitent devant eux en marchant à reculons. Ils ont souvent une cigarette à la bouche non allumée. Les femmes membres du chaman forment derrière ce cortège un groupe qui chante et danse le miwi ou autre. Parmi elles, 2 ou 3 femmes choisies dans le chaman exhibent à bout les bras les parures de bijoux de la mariée et la dot dans une petite valise. L'arrivée chez la mariée est le festin. Après une courte prière de l'imam au seuil de la porte, le marié pénètre dans sa nouvelle maison et rejoint son épouse dans sa chambre. Des cris de joie ponctuent cette étape. Dans la cour de la maison, des nattes sont étendues sur le sol. Dans un coin sont entassés tous les cadeaux ou appareils ménagers ou électroménagers offerts par le mari à sa femme. Sans papier cadeau pour que tout le monde puisse voir précisément leur contenu. Des femmes appartenant au chaman arrivent de toutes parts avec d'immenses marmites, plats, coupe de fruits, un notable où le cadi prend la parole pour évoquer la généalogie des 2 familles et annoncer la dot. Puis c'est le festin, ponctué des chants et des danses qui se terminent tard dans la nuit. Ces réjouissances clôturent les festivités nuptiales. Il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit d'entraide pour les grands mariages, mais aussi pour les fêtes religieuses et traditionnellement couronnées des festins. Les familles se partagent les dépenses. D'une manière générale, chaque femme mahoraise fait partie d'une association. Elles apportent des chikoas, c'est-à-dire des cotisations qui leur permettent de s'entraider. Elles s'identifient à travers des chants et des tenues vestimentaires identiques dans chaque chaman, c'est-à-dire association, et nouvelles pour chaque manifestation. Tous les soutiens matériels et financiers sont scrupuleusement notés et la famille qui en a bénéficié verra à faire la même chose pour chaque participant. Le jour où ceux-ci organisent à leur tour le grand mariage de leurs enfants ou pour tout autre événement traditionnel qui marque le déroulement de la vie de chacun, de la naissance à la mort.